Le Grand Soir vous présente à la une des Échos avec Dominique Seux du journal Les Échos. Découvrez en avant-première les titres qui feront l'actualité. À la une des Échos, c'est du lundi au jeudi à 21h10 sur LCI. Retrouvez toutes vos infos sur l'appli LCI. Regardez votre programme en toute sécurité avec Omiris. Omiris, aussi puissant que les All Blacks. La télévision n'est pas toujours un jeu d'enfant. Parents, le Conseil supérieur de l'audiovisuel vous accompagne dans la protection de vos enfants. Ne les exposez pas aux écrans avant l'âge de 3 ans. Avant 8 ans, privilégiez les programmes pour enfants. Pensez à limiter le temps devant l'écran. Et respectez la signalétique. Parents, enfants, la télévision, c'est mieux quand on en parle. Pour plus d'informations, www.csa.fr. Soirée sur LCI. Bachar el-Assad accuse la France de soutenir les terroristes en Syrie et d'être directement responsable des tueries dans son pays, malgré les 300 000 morts depuis le début de la guerre. Le président syrien, en interview exclusive à TF1 et LCI ainsi qu'Europe 1, document à découvrir dans son intégralité juste après ce journal avec Michel Scott et Fabien Amias. La politique en France, François Fillon promet d'aller jusqu'au bout malgré la décision du parquet financier qui écarte un classement sans suite de l'affaire des emplois présumés fictifs. Pour lui, et il le dit dans le Figaro, il n'y a rien de nouveau, ni poursuite, ni mise en examen. Je m'en remets donc désormais au jugement du suffrage universel. En attendant, la bataille judiciaire se poursuit. Écoutez l'avocat de Pénélope Fillon tout à l'heure sur la chaîne Info. C'est un communiqué qui conduit à s'interroger. Mais encore une fois, je n'ai pas accès au dossier. Je ne peux donc répliquer utilement. Voilà. Et donc, c'est une opération de communication qui laisse penser qu'en réalité, il y a déjà une partie de la conviction du parquet qui est faite. Et je trouve dommage qu'il l'exprime sans en tirer les conséquences, autrement que l'enquête se poursuit. À un moment crucial pour la vie démocratique, on a une interférence de la justice dans des conditions que moi, en plus, j'estime critiquables. Mais ça, c'est mon avis. C'est pas forcément celui de tout le monde. Mais objectivement, il y a là un jeu qui n'est pas sain pour la démocratie, qui n'est pas sain pour la justice. Emmanuel Macron, lui, assume ses propos sur la colonisation qu'il compare à un crime contre l'humanité. Il revendique même un discours de vérité sur l'Algérie. Écoutez-le sur son compte Facebook. Sommes-nous aujourd'hui condamnés à vivre à jamais dans l'ombre de ce traumatisme pour nos deux pays? Il est temps de clôturer ce deuil. Il faut pour cela avoir le courage de dire les choses et de ne céder à aucune simplification. C'est ce discours de vérité et de complexité que j'ai toujours tenu et que je tiens aujourd'hui. Dire que la colonisation a entraîné la négation du peuple algérien, que cela a produit une guerre qui n'était pas digne de la France, parce que des actes inhumains, de la barbarie, de la torture ont été commis. Et puis à gauche, les électeurs écologistes se sont prononcés à près de 90% pour ouvrir un dialogue à la fois avec Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon et présenter une candidature unique. C'était aussi ce que souhaitait leur candidat à la présidentielle, Yannick Jadot. Théo est sorti de l'hôpital après 2 semaines de soins. Pour son collectif, il a besoin maintenant de repos et il adressera aussi ce soir des remerciements à ses soutiens. À noter que 200 jeunes se sont rassemblés tout à l'heure à Bobigny pour dénoncer les violences policières. Manifestation non déclarée et dispersée par la police à coups de grenades lacrymogènes. Et puis Tessa Worley, décidément géante, la Française qui remporte la médaille d'or de la discipline au championnat du monde à Saint-Moritz en Suisse. 4 ans après son premier sacre, la Française qui a survolé la première manche ce matin et bien géré la seconde cet après-midi. Interview exceptionnelle donc maintenant, Bachar el-Assad qui répond à la fois sur LCI, TF1 et Europe 1 à Michel Scott et à Fabien Amias et il accuse notamment la France d'avoir participé aux tueries. C'est une interview exceptionnelle et en intégrale à suivre tout de suite sur la chaîne Info.
Président Bachar al-Assad, merci d'avoir accepté cette rencontre avec TF1 et Europe 1, ici à Damas. Nous allons parler de l'avenir de la Syrie, de la lutte antiterroriste, de vos gains récents sur le terrain ainsi que de vos soutiens, mais aussi des lourdes accusations auxquelles vous faites face. Good morning, Mr. President. Bonjour, Monsieur le Président. Simple question to start with. Une question toute simple pour commencer. Après la chute d'Alep il y a 2 mois, peut-on dire que vous avez gagné la guerre? You have won the war. Non, je ne crois pas que l'on peut parler d'avoir gagné la guerre avant d'avoir battu les terroristes partout en Syrie. Il s'agit seulement d'un pas important sur le chemin qui va nous conduire à battre et éliminer le terrorisme dans notre pays. Mais je pense que ce sera un long chemin. Et ce pour une seule et simple raison, les terroristes ont le soutien de nombreux pays occidentaux, y compris la France, le Royaume-Uni, ainsi que la Turquie, l'Arabie saoudite ou le Qatar dans notre région. Vous parlez d'un long chemin, mais pouvez-vous résumer d'un point de vue militaire les objectifs qui vous restent à atteindre? Il est certain que lorsque je parle d'éliminer les terroristes de notre pays, cela veut dire reconquérir chaque pouce de notre territoire, afin de le ramener sous le contrôle du gouvernement, car il incombe au gouvernement de reprendre le contrôle de tout le territoire. Mais de quelle ville en particulier parlez-vous? Vous voulez dire après Alep? Nous poursuivrons évidemment notre campagne dans la zone qui entoure Alep afin d'immuniser la ville contre toutes nouvelles attaques terroristes provenant de l'ouest et du nord qui reçoivent un soutien direct de la Turquie, de l'armée turque. Mais la prochaine étape, c'est Idlib? C'est ce qu'on dit en tout cas, que la prochaine grande bataille sera Idlib. Ce pourrait être Idlib, ce pourrait être Raqqa, ça pourrait être n'importe où. Maintenant, tout dépend de l'évolution de la situation au quotidien, car on peut changer de plan en fonction de cela. Nous n'avons pas établi ce plan avant d'avoir terminé les opérations dans la ville et la campagne d'Alep. Il est donc encore tôt de parler de la prochaine étape. Tout dépend des batailles dans les différents secteurs. Mais la situation maintenant est bien meilleure pour vous qu'elle n'a été sur un plan militaire, en tout cas. Bien sûr, libérer chaque lieu des terroristes signifie que la situation s'améliore. Mais pour nous, cela ne suffit pas. Monsieur, pour la France, la menace terroriste principale, c'est Daesh. Ça ne fait aucun doute. Pour vous, tous les groupes armés, ou en tout cas la plupart, sont terroristes. Pourquoi Daesh ne représente-t-il pas une menace spécifique pour vous? Ma réponse se constitue de 2 points. Premièrement, c'est que ce n'est pas nous, en tant que gouvernement, qui les qualifions de terroristes, mais c'est la loi qui les considère ainsi. De même, le droit international. Quiconque porte une arme dans mon pays ou dans le vôtre et se met à tuer des gens et à détruire des biens est un terroriste. C'est un concept international. Et donc, nous ne sommes pas les seuls à le définir ainsi. En ce qui nous concerne, et selon cette même loi, quiconque souhaite rendre les armes cesse d'être considéré comme un terroriste. Maintenant, si l'on parle de Daesh, je pense que lorsque vous dites que les Français ou les Européens s'inquiètent de Daesh, ça veut dire qu'on ne comprend pas bien la situation. Daesh est une conséquence et non le problème d'origine. Le problème réside dans l'idéologie de Daesh, qui est la même idéologie pour le Front al-Nosra et pour de nombreuses autres organisations qui adoptent une idéologie similaire en Syrie et peut-être aussi en Libye et dans d'autres pays. Vous devriez donc vous inquiéter de ces terroristes qui n'ont que faire d'appartenir à Daesh ou à al-Nosra. Ils mettent en œuvre ce que leur idéologie leur commande de faire, c'est-à-dire essentiellement des actes terroristes. Alors pour vous, il n'y a aucune différence entre Daesh et ces autres groupes? Absolument. En Syrie, toutes ces organisations ont les mêmes racines. Les mêmes personnes qui faisaient partie de Daesh appartenaient auparavant à al-Nosra. Maintenant, ils passent d'une organisation à une autre, car toutes ces organisations ont la même idéologie, l'idéologie wahhabite, qui est l'origine de ce terrorisme. Tous ces terroristes sont les mêmes? Oui, bien sûr, et ce conformément à la loi, ce n'est pas moi qui le dis. Comme je viens de le dire, conformément à la loi et au droit international, personne, dans aucun pays, n'a le droit de détenir des armes, excepté l'armée et la police. Je pense que c'est la même chose en France. À moins que je ne me trompe, dites-le moi. Mais je pense que c'est le cas partout dans le monde. Donc Raqqa, qui est le fief de Daesh, où les attaques terroristes en France ont été préparées, Raqqa n'est pas une cible prioritaire pour vous? Non, et encore une fois, ces attaques n'ont pas nécessairement été préparées à Raqqa. Raqqa n'est qu'un symbole de Daesh. Un symbole? Il y a une présence de Daesh près de Damas. Ils sont partout.
Ils sont à Palmyre en ce moment et dans la partie est de la Syrie. Alors non, il ne s'agit pas que de Raqqa. Les priorités sont partout et cela dépend de l'évolution des combats. Mais pour nous, tout compte. Raqqa, Palmyre, Idlib, tout compte. Raqqa, Palmyra, Idlib, all the same. Vous vous présentez comme le rempart principal contre le terrorisme. Il y a beaucoup de gens, chez nous en particulier, qui diraient que l'État islamique d'un côté et votre régime de l'autre sont en fait les deux visages d'un même mal, qui cherche à écraser toute forme d'expression libre et démocratique dans ce pays. Que leur répondez-vous? C'est une vraie question. Premièrement, nous ne sommes pas un régime. Nous sommes un État avec des institutions. Deuxièmement, c'est bien là la diabolisation de la Syrie, de son gouvernement syrien, de son armée par les principaux médias et les milieux politiques occidentaux qui ont soutenu au tout début ces soi-disant modérés. Ils ont dit au début qu'il s'agissait de manifestants pacifiques, après quoi ils ont dit qu'ils n'étaient plus si pacifiques et qu'ils étaient des combattants mais toujours modérés. Mais en fait, ils ne réalisaient pas qu'ils soutenaient la base même d'Al-Qaïda et de Daesh. Voilà pourquoi ils disent maintenant que nous faisons la promotion de ces terroristes, que nous les utilisons, et pour être franc avec vous, comme une alternative pour que l'Occident n'ait plus le choix. Premièrement, l'Occident n'a pas à choisir entre moi et Daesh. C'est à mon peuple de le faire, parce que c'est une question purement syrienne. Donc nous n'avons que faire de ce que les responsables occidentaux pensent de tout cela. Il ferait mieux de s'inquiéter de leur propre population, de les protéger des attaques terroristes qui ont lieu à cause de leur politique. Monsieur, bien sûr, nous sommes extrêmement choqués, et en particulier en France, par les horreurs du terrorisme. Mais nous sommes aussi horrifiés par ce rapport d'Amnesty International, publié il y a quelques jours, la semaine dernière. Il s'agit de la prison de Sednaya. C'est pas très loin d'ici, pas loin de Damas. 13 000 prisonniers exécutés, des pendaisons massives, des actes de torture. Amnesty parle, et là je lis le rapport, d'un lieu où l'État syrien massacre silencieusement son propre peuple. Monsieur le Président, tout est-il permis pour gagner une guerre? Pouvez-vous faire ce que vous voulez? Non, tout est légal. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Mais d'après le rapport d'Amnesty, nous ne sommes pas dans la légalité. Non, il y a une différence entre le fait dont on parle, vous et moi, des faits en Syrie, ou au contraire d'allégations. Si vous voulez évoquer des allégations, on peut passer énormément de temps à le faire car les allégations sont interminables. Tout le monde peut dire ce qu'il veut et peut en discuter. Mais dans ce cas précis, on ne parle pas de faits. Maintenant, si vous voulez parler d'Amnesty International, allons-y. Parce que c'est une organisation mondialement connue. Il est honteux qu'elle se mette à bâtir un rapport sur la base de simples allégations. Si vous venez devant un tribunal dans votre pays, et vous en avez des tribunaux, vous avez un système judiciaire. Est-ce que ce tribunal prendrait une quelconque décision sur la base d'allégations ou est-ce qu'il exigerait des preuves? Ce rapport est bâti sur des allégations. Pas un seul document, pas une seule preuve. Ils n'ont même pas parlé de 13 000 morts, ils ont dit entre 5 000 et 13 000. On passe du simple au double. Cela veut dire qu'il n'y a pas de précision. Aucun nom n'est mentionné parmi les victimes supposées. Sur ces milliers, il n'y en a que 36. Et il y a plusieurs lacunes. Ils ont dit par exemple que le grand moufti avalise les exécutions. Or, les personnalités religieuses en Syrie n'ont strictement rien à voir avec la procédure judiciaire. La peine de mort est légale en Syrie. Cela fait partie du droit syrien depuis l'indépendance. Le gouvernement a donc le droit d'exécuter n'importe qui, conformément à la loi. Pourquoi le ferait-il alors de manière illégale ? Mais vous pouvez affirmer qu'on ne pratique pas la torture dans cette prison de Sednaya, comme Amnesty le dit? La question est, pourquoi torturer? Je veux dire commettre des actes de torture. Pourquoi? Dans quel but? Qu'est-ce que nous y gagnons? Juste par sadisme? Sommes-nous des sadiques? Pourquoi le ferions-nous? Pour obtenir des informations? Nous avons toutes les informations qu'il nous faut. Donc nous ne recourons pas à la torture. Ça ne fait pas partie de notre politique. Pour une simple raison, si nous commettons de telles atrocités, cela sera dans l'intérêt des terroristes et fera leur jeu. Et ils seront les gagnants. Or, il s'agit de gagner les cœurs dans la population syrienne. Si nous avions commis de telles atrocités à n'importe quelle étape de ce conflit, nous n'aurions pas le soutien populaire que nous avons au bout de 6 ans. Mais si l'on revient à ces rapports, il n'y a pas un seul fait précis. Il faut qu'ils apportent des preuves et ils ne peuvent pas le faire. Mais Amnesty suggère d'envoyer des observateurs internationaux dans vos centres de détention.
précisément pour collecter des preuves, ou pour prouver que vous avez raison et qu'aucun crime n'y est commis. Que répondez-vous à cette proposition? Je crois qu'il vaut mieux ouvrir une enquête sur Amnesty elle-même lorsqu'elle adopte un rapport fondé sur des allégations. C'est une honte. Honte à une telle organisation qui n'a jamais été impartiale, mais qui est toujours parti pris. Et les témoignages d'anciens gardiens, de prisonniers? C'est une question de souveraineté. S'il y a des allégations chaque jour et des rapports de ce type chaque jour, on peut passer tout son temps à recevoir des délégations étrangères. Est-ce que vous accepteriez, si vous le demandez à votre gouvernement, qu'une délégation syrienne soit envoyée chez vous pour enquêter sur les raisons pour lesquelles votre armée, sous Sarkozy puis sous Hollande, a attaqué les Libyens et tué des dizaines et des centaines de milliers d'entre eux? Est-ce que nous pouvons aller enquêter sur l'argent que Sarkozy a reçu de Kadhafi? C'est une question de souveraineté. Non, nous ne permettrons pas à Amnesty de venir ici, sous aucun prétexte. Je ne parle pas de ce rapport, mais en tant que média grand public, vous devez faire votre enquête également. Sur quoi est-il basé ce rapport? Si c'est juste des allégations, vous ne pouvez pas le prendre au sérieux. Donc votre réponse est non à la visite d'observateurs internationaux? Non, définitivement non. Nous n'avons que faire d'un tel rapport infantile basé sur du néant. Rien que des allégations. Ils disent avoir interrogé quelques témoins qui sont des opposants et des déserteurs. C'est donc un rapport impartial. Mais vous reconnaissez qu'il y a des exécutions officielles, légales, en Syrie. Ça existe depuis l'indépendance. La peine de mort fait partie de la loi syrienne en cas de meurtre. Ça n'a rien à voir avec cette crise, ni avec ce rapport ou cette prison. Il y a une manière légale de procéder, cela s'appelle la voie judiciaire. To do it, and it's a judicial way. So let's talk about the relation between France. Parlons maintenant des relations entre la France et la Syrie. D'ici quelques semaines, un nouveau président sera élu en France. Et parmi les débats que nous avons chez nous, il y a celui qui concerne la reprise du dialogue avec votre gouvernement. Est-ce que vous espérez une relance des relations diplomatiques avec la France? Ce qui est important, ce ne sont pas nos relations diplomatiques. Il s'agit essentiellement et en premier lieu de la ligne politique de la France. Si nous n'avons pas de relations diplomatiques, ce n'est pas un gros problème pour le moment. Même si pour le long terme, il faudrait avoir de bonnes relations avec n'importe quel pays, y compris des relations diplomatiques. Eh bien, parlons de la ligne politique de la France. Exactement. La politique de la France, depuis le premier jour, a consisté à soutenir les terroristes en Syrie et est directement responsable des tueries dans notre pays. Comment pouvez-vous dire cela? C'est une accusation très sérieuse contre la France. Comment pouvez-vous dire que la France soutient le terrorisme? Ce sont eux qui le disent. Je ne les accuse pas. Ils ont dit à plusieurs reprises avoir soutenu la guerre. Hollande a même récemment déclaré que cela avait été une erreur de ne pas avoir déclenché la guerre en 2013. Ce sont eux qui ont envoyé de l'armement à ce qu'ils appellent des groupes modérés et qui sont en fait des terroristes. Ce sont eux qui l'ont dit, pas moi. Les Américains ont tenu les mêmes propos, les Français aussi. Alors si vous revenez aux déclarations de vos dirigeants durant ces 2, 3 ou 4 dernières années, vous trouverez bien plus d'une déclaration faite par des responsables français. Ils s'accusent eux-mêmes. François Hollande est sur le point de quitter le pouvoir en France. Et vous, vous êtes toujours là. Avez-vous d'une certaine façon remporté ce bras de fer qui vous opposait à François Hollande? Il ne s'agit pas de moi et de lui. Il n'y a rien de personnel là-dedans. Je ne l'ai jamais rencontré. Pour être franc, je ne me soucie aucunement de lui. Et avec ses 11% de popularité, ce que je pense s'appelle toucher le fond comme jamais aucun de ses prédécesseurs dans l'histoire de France. En fait, il s'agit avant tout d'une affaire entre moi et les terroristes, et entre moi et quiconque soutient les terroristes. Jusqu'à maintenant, les terroristes n'ont pas été en mesure de gagner cette guerre, mais ils détruisent la Syrie. Ils ont tué des centaines de milliers de Syriens. Alors je ne peux pas dire que j'ai gagné la guerre. Ils n'ont pas réussi à accomplir leur projet, oui, mais pour le moment, nous n'avons pas encore terminé notre guerre. Je ne peux donc pas dire que j'ai gagné cette guerre. Est-ce que vous suivez la campagne électorale française qui a lieu en ce moment chez nous? Nous la suivons dans les grandes lignes, pas dans les détails. En fait, nous ne misons pas sur les élections dans les pays occidentaux pour la simple raison que nous ne prenons pas les dirigeants occidentaux au mot quand ils font campagne. Ce qu'ils disent, c'est pour gagner les électeurs et non dans l'intérêt de leur pays. C'est un fait, je vous parle franchement. Mais vous voyez quand même une différence entre la droite, la gauche, en France,
Sur le sujet des relations avec la Syrie, non? Oui, on peut constater une différence. Mais en fin de compte, l'important, c'est bien la politique du président élu. Est-ce qu'elle est conforme à ce qu'il prenait avant son élection ou non? Telle est la question. Donc nous ne misons pas là-dessus. Évidemment, on préfère quelqu'un qui n'est pas fauteur de guerre. C'est ce que nous préférons. Mais on n'en sait rien. Par exemple, qui a votre préférence parmi ceux qui rejettent la guerre? Je ne vois pas de grosse différence en fait pour le moment, mais encore une fois, je ne parie pas sur le discours des uns des autres. De ce côté-là, il n'y a pas vraiment de différence. Et avez-vous des contacts avec certains des candidats? Non, nous n'avons établi de contact avec aucun d'entre eux. Et avec nos services de renseignement? Dans certains cas, nous avons eu des contacts indirects. Avec les services français? Oui. Et vous, personnellement, avez-vous eu des contacts avec nos services? En fait, lors de la visite d'une délégation parlementaire en Syrie, un des membres de la délégation était du service de renseignement. Donc ces contacts existent. Bien sûr, le gouvernement français a déclaré qu'il s'agissait d'une délégation parlementaire, mais qu'il n'était pas concerné et qu'il désapprouvait. Ce n'est pas vrai. Il y a bien entendu plusieurs canaux de communication. Un pays a déjà changé de président. Ce sont les États-Unis. L'une des premières décisions de Donald Trump, contestée, c'est le Muslim Ban qui a pour but d'interdire l'entrée aux États-Unis de citoyens de plusieurs pays musulmans, dont la Syrie. En tant que citoyen syrien, en tant que président de la Syrie, ressentez-vous ici une forme d'humiliation? Non, ce n'est pas le peuple syrien qui est visé ici, ce sont les terroristes qui pourraient s'infiltrer à travers certains immigrants venus à l'Ouest. Et cela s'est déjà produit en Europe, notamment en Allemagne, et il risque de se reproduire aux États-Unis. Je pense que le but de Trump est d'interdire l'entrée à ces gens-là. Alors il s'y est pris à sa manière. Ensuite... Alors il s'y est pris de la bonne manière? Non, je parle de quelque chose sur lequel on peut être d'accord ou non en tant que personne, mais en tant que président, je ne m'inquiète pas là-dessus. Mon souci à moi, c'est de pouvoir rapatrier les Syriens en Syrie, pas de les envoyer aux États-Unis. Je ne serais pas heureux de les voir émigrer vers d'autres pays. Ce qui me rend heureux, c'est qu'ils puissent revenir en Syrie, parce qu'ils veulent y revenir, car la majorité des Syriens est partie à cause du terrorisme et en raison de l'embargo occidental. Alors si je veux agir sur cette décision, je demanderai à Trump et aux pays occidentaux de lever l'embargo et d'arrêter de soutenir les terroristes. Il n'aurait alors plus de problème sur ce point. Il n'y aurait ni immigrants, ni terroristes qui s'infiltrent parmi les immigrants. Par ailleurs, et c'est un autre point important, ce n'est pas parce que l'on se soucie du sort des Syriens ou d'autres pays qu'on soulève tout ce tapage autour des décisions de Trump. C'est parce qu'on veut utiliser notre cause ou notre problème ou notre conflit pour alimenter leur conflit avec Trump. D'autres décisions ont été prises par Obama il y a quelques mois sur le même sujet. Les médias dominants aux États-Unis n'en ont pas parlé. Ils ont seulement commencé à en parler lorsque Trump a fait son annonce d'une manière aussi flagrante. Oui, donc vous vous sentez plus à l'aise, vous, avec Donald Trump qu'avec Barack Obama? Non, je ne peux me sentir à l'aise que lorsque j'aurai vu sa politique vis-à-vis de la Syrie. Je ne l'ai pas encore vue. Encore une fois, il faut être prudent avec chaque dirigeant occidental parce qu'ils peuvent dire une chose le matin et faire le contraire le soir. Ou faire une chose le matin et son contraire le soir. Ils ne s'engagent pas, ils sont très pragmatiques, au point de marchander leurs valeurs. Je dirais plutôt que leur politique ne repose pas sur les valeurs. Il y a au moins quelque chose qui n'a pas changé jusqu'à présent, c'est le désengagement continu des Américains dans cette région. C'est assez évident. Une deuxième série de négociations sur l'avenir de la Syrie débute par exemple en ce moment à Astana, au Kazakhstan. Et c'est assez frappant, les pays occidentaux sont totalement hors jeu, ils sont absents du tableau. Est-ce vraiment une bonne chose pour l'avenir des négociations et les perspectives de paix dans la région? Non, plus le soutien d'un processus politique est grand, mieux c'est. Mais les pays occidentaux qui ont été impliqués dans ces processus, notamment la France et le Royaume-Uni, ont perdu une chance d'accomplir quoi que ce soit à Genève et à 2 reprises. Ils n'ont rien réussi parce qu'ils soutenaient précisément ces groupes représentant le terrorisme contre le gouvernement. Leur but n'était pas de faire la paix en Syrie. Ils voulaient plutôt utiliser le cadre de l'ensemble du processus pour atteindre leur but. Mais le fait que la destinée du Moyen-Orient soit parrainée par 2 pays, l'Iran et la Russie,
qui n'ont pas un bilan démocratique fantastique, est-ce une bonne chose? Encore une fois, plus il y a de pays impliqués, mieux c'est. Ce n'est pas seulement notre vision des choses, c'est aussi celle des Russes. D'ailleurs, ils ont invité de nombreux pays à y participer et à les aider à combattre le terrorisme et à soutenir ce processus politique. Cependant, les Occidentaux se sont isolés, mais pas l'Iran ni la Russie. Les pays occidentaux étaient très passifs vis-à-vis de ces initiatives. Par exemple, où sont-ils par rapport à Astana? Les Russes leur ont-ils dit de ne pas venir? Non. Ce sont eux qui ont choisi de ne pas y participer. Donc l'Iran et la Russie sont des promoteurs de paix et les Occidentaux des fauteurs de guerre, c'est ça? Exactement, à 100%. 100%. Continuons à parler de la Russie. Est-ce que vous diriez que Vladimir Poutine est, en fin de compte, le vrai décideur dans la région, et même dans votre pays, en Syrie? Non, il ne l'est pas. En Syrie, c'est nous qui prenons les décisions. Quant aux autres pays, je ne peux pas parler en leur nom. Les Russes respectent notre souveraineté à chaque étape qu'ils ont franchie, qu'elle soit d'ordre stratégique ou tactique, ce fut en coopération avec la Syrie. Ils n'ont jamais rien fait sans nous consulter. Ils fondent leur politique sur des valeurs et sur leurs intérêts, notamment en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Alors non, nous sommes les décideurs. Mais diriez-vous que sans la Russie, votre gouvernement se serait effondré il y a déjà longtemps? C'est une question purement hypothétique. Personne ne peut prévoir les résultats de la guerre, car par définition, la guerre est fluctuante. Bien entendu, il est sûr que sans le soutien des Russes, les choses auraient été pires. Mais jusqu'à quel point, nul ne le sait. Je ne peux pas vous dire si le gouvernement aurait tenu ou se serait effondré. Mais il est certain que le soutien des Russes a été crucial dans l'affaiblissement de Daesh et du Front al-Nosra. Parce que ces groupes s'étaient mis à s'entendre quand la coalition américaine a commencé ses attaques, sa campagne cosmétique. Et ils ont progressé jusqu'à ce que les Russes sont intervenus et les ont poussés à se rétrécir. C'est une réalité, c'est un fait. Êtes-vous frappé par le fait qu'il y a quelques années, la plupart des observateurs, des analystes disaient que vous n'alliez pas durer très longtemps au pouvoir. Et maintenant, surtout après Alep, beaucoup de gens s'accordent sur le fait que vous puissiez rester en place. Alors la question est la suivante. C'est la question de votre maintien au pouvoir, dont on discute en ce moment dans les négociations d'Astana. Dans nos pays, lorsqu'un homme politique a un mauvais bilan, en général, il ne reste pas en place très longtemps. Après 17 ans au pouvoir, 6 années de guerre, plus de 300 000 morts, un pays détruit et divisé, diriez-vous que, sur un plan moral, et non pas sur un plan légal, mais bien moral, diriez-vous que ce bilan vous autorise à rester au pouvoir, quelle que soit l'issue des négociations en cours? Vous êtes bien au courant de ces terroristes qui ont commis ces attaques en France l'année dernière? Vous vous souvenez que la police avait abattu certains d'entre eux? Diriez-vous à ces policiers qu'ils sont des tueurs ou des sauveurs? Et pourtant ils ont tué? C'est la même chose pour un médecin qui amputerait une jambe parce qu'elle a la gangrène. Diriez-vous qu'il a commis une atrocité ou qu'il a sauvé la vie de son patient? Il s'agit donc de connaître la raison de l'acte. Dans notre cas, nous combattons le terrorisme pour protéger le peuple. Ce n'est pas mon point de vue personnel que je donne là, c'est un devoir qui relève de la Constitution et de la loi. Si je ne le faisais pas, je serais moi-même le tueur parce que je permettrais aux terroristes de tuer encore plus de Syriens en Syrie. Le devoir de votre armée est de protéger les Français, autrement vos militaires pourraient dire « on ne va pas intervenir de peur d'être traité de tueur ». Alors vous diriez qu'en fin de compte, vous avez fait tout ce que vous pouviez, tout ce que vous deviez pour votre pays? Tout ce que je pouvais, oui, absolument. Ce que je devais, c'est au peuple syrien de le dire parce qu'il peut y avoir des points de vue différents. Mais quant à la question de savoir si c'est un mauvais bilan, et je parle du point de vue moral que vous venez d'évoquer, c'est aussi aux Syriens de le dire, pas aux dirigeants européens de dire si c'est un bon ou un mauvais bilan. Ils disaient tous « Al-Assad doit partir ». Maintenant, ils n'en parlent plus. Je ne me soucie d'aucun de ces deux avis. Je n'en ai jamais tenu compte depuis le tout début.
Ce qui compte pour moi, c'est notre combat contre le terrorisme et la lutte contre leurs projets visant à détruire notre pays. Ce fut dès le début mon plus grand souci. Quoi qu'ils en disent, c'est du pareil eux-mêmes. Ce bilan est un bilan syrien et nullement un bilan européen. Mais quand le peuple syrien pourra-t-il dire s'il approuve ou non votre politique? En France, en ce moment, nous avons des élections. Quand seront les prochaines élections en Syrie? Il y a deux moyens d'y parvenir. Les moyens dont nous disposons actuellement et ceux dont nous disposerons dans l'avenir, à la fin de la guerre. À ce moment-là, on pourra envisager toutes sortes de solutions, les urnes, les élections, tout est possible. D'ici là, le peuple n'a qu'un seul moyen de se prononcer, ou bien soutenir, ou bien ne pas le faire. Après 6 ans de guerre, si ce président a un mauvais bilan aux yeux du peuple syrien, pourquoi le soutiendrait-il? C'est une simple question. Pourquoi devrait-il le soutenir? Pourquoi ne soutient-il pas les terroristes? Et pour revenir à votre question, lorsque vous évoquez 300 000 ou 400 000 morts et que vous dites que c'est le président qui les a tués, c'est comme si vous donniez aux terroristes un certificat de bonne conduite parce que ce serait nous qui aurions tué les gens et eux qui les auraient protégés. Comme si c'était Al-Qaïda, Al-Nosra ou Daesh qui protégeaient les gens et les défendaient. Voilà le fond de la question. Eh bien non. La vérité, c'est que nous nous battons pour le peuple syrien. C'est la raison pour laquelle le peuple syrien a soutenu son gouvernement, son armée et son président. Merci, Monsieur le Président, d'avoir reçu Europe 1 et TF1. Pendant qu'on essayait la 208, un camion freine juste devant nous à cause d'un chat qui fait miaou. Alors j'ai crié ah. Et la voiture s'est arrêtée toute seule, comme retenue par une force herculéenne. Et là, le vendeur m'a dit mais non, c'est l'Active City Brake. Ah, elle l'a. Et en plus, elle a l'entretien, la garantie et l'assistance offerts pendant 3 ans. La 208 style suréquipée est à partir de 149 € par mois, avec 3 ans d'entretien offert. Vapeur rissolée, spécial frites et four purée, chaque pomme de terre s'exprime à sa manière. Roche-Beaubois, French Art de vivre. Freebox Révolution avec TV by Canal Panorama. De nouvelles chaînes incluses sur votre télé et sur vos autres écrans avec MyCanal. Le plus grand nombre de chaînes en haute définition et en replay pour ne plus rien manquer. Freebox Révolution avec TV by Canal Panorama. Inscription sur free.fr. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le Grand Soir sur LCI, l'actualité politique du jour, commentée et analysée par nos invités. En plateau avec nous, Denis de Montpion, rédacteur en chef à l'Obs, Nicolas Boudou, conseiller en communication associé du cabinet Tilder, et Alison Tassin, journaliste au service politique de LCI. Et on va parler essentiellement de François Fillon, ou plutôt de l'affaire Fillon, qui est revenue au centre des débats avec ce communiqué ce matin du parquet financier qui exclut en l'état un classement sans suite et qui affirme que les investigations se poursuivent. Encore une fois, les affaires ont pris le dessus sur le programme. Et clairement, Alison, ça tombe plutôt mal parce qu'on en parlait hier soir. Aujourd'hui, c'était la grande opération terrain et reconquête pour les lieutenants de François Fillon. Entre aujourd'hui et demain, 15 réunions publiques se tiennent partout en France. Oui, on vous le disait hier, c'est une opération qui a été un peu lancée en catastrophe pour relancer la campagne, pour parler du programme, du fond, pour rassurer aussi l'électorat de droite, pour dire qu'il y aura bien un candidat. Vous voyez cette carte, ils sont un peu partout, ces lieutenants. Dans un vocabulaire, dans l'entourage, on parle d'armée, de remettre en ordre de bataille. C'est très, très guerrier. On va aller rejoindre justement à l'un de ces meetings Amandine Atalaya, qui assiste à cette réunion qui avait lieu à Toulouse avec François Barouin qui assurait cette espèce de service après-vente. Amandine, bonsoir. Alors, est-ce que ce soir, il a été question de cette décision du PNF ou est-ce que le plan B a parlé ce soir des affaires ou d'autre chose ?
François Baroin n'en a absolument pas parlé. Il a à peine évoqué l'affaire rapidement au début du discours, mais rien de précis sur le PNF, dans l'optique probablement maintenant de tourner la page de l'affaire judiciaire, de parler du fond. C'est ce que souhaitent ici les militants. En fait, la plupart considèrent à propos de ce communiqué que c'est un non-événement, quand d'autres pensent même que c'est une bonne nouvelle, car il n'y a pas de mise en examen. À la sortie, François Baroin a simplement eu cette phrase: rien ne remet en cause notre soutien à François Fillon. Pour le reste, le maire de Troyes a passé l'essentiel du discours à attaquer les adversaires de François Fillon, particulièrement Emmanuel Macron, mais aussi Benoît Hamon, Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon. Sachez pour finir qu'ici, personne ne souhaitait d'un plan B. C'est bien trop tard, nous disent désormais les militants qui étaient présents et qui soutiennent François Fillon. Merci Amandine, en direct de Toulouse. Denis de Montpion, plan B comme Baroin peut-être quand même, candidat des sarkozystes au cas où. Je sais pas, ils ont l'air de dire que non. Depuis le début, ils disent que non. Jusqu'au bout. Mais effectivement, ça dépend de la suite de l'enquête judiciaire, puisque certes, il n'y aura pas un classement sans suite, donc il n'y a plus que deux solutions qui se présentent. C'est soit l'ouverture d'informations judiciaires et la désignation d'un juge d'instruction, qui pourrait conduire à ce moment-là à une mise en examen. Ou alors, le parquet national financier peut très bien, s'il juge qu'il y a des charges suffisantes, renvoyer François Fillon directement devant le tribunal avec madame, si évidemment il y a matière à... Et pour le moment, ils veulent, je crois, approfondir. S'ils choisissaient la première opportunité, c'est-à-dire l'ouverture d'informations judiciaires, là, ça leur permettrait d'étendre des investigations, puisque, comme vous savez... il y a cette histoire de trafic d'influence présumé avec Marc Ladré de la Charrière qui a donc salarié, enfin accordé 100 000 euros à Pénélope Fillon pour 2 chroniques, ce qui est quand même cher payé. Et donc là, François Fillon lui a remis la Légion d'honneur. Il y a des précédents, on l'avait vu avec Éric Woerth dans l'affaire Bettencourt dans le passé. Éric Woerth avait été finalement relaxé devant le tribunal, mais voilà, on ne peut pas aujourd'hui préjuger de ce que sera l'issue de cette enquête. Ces réunions publiques, c'est pour évidemment afficher soutien, mais c'est quand même une grosse opération de communication aussi. C'est une opération de communication, mais vous savez, une campagne électorale, ce n'est rien d'autre qu'une énorme opération de communication en continu et de manière permanente. Donc là, on en a une opération tangible de communication de la part de François Fillon pour montrer, comme vous l'avez dit dans le reportage immédiatement, qu'il n'y avait pas de plan B possible, que désormais il était le candidat, qu'il irait, quoi qu'il arrive, jusqu'au bout et que fondamentalement, finalement, depuis 15 jours, la campagne est en train de reprendre ses droits. On a entendu hier François Fillon annoncer des mesures nouvelles, venir sur le fond des sujets, laisser plus ou moins de côté l'affaire judiciaire. Il fait monter au front ses avocats pour prendre la parole sur ce sujet-là. Lui veut se concentrer sur les sujets politiques, la politique, rien que la politique, la campagne, rien que la campagne, et la justice attendra. On va justement parler de la stratégie des avocats, parce que ce communiqué du parquet du PNF qui dit, je cite, que les nombreux éléments déjà recueillis ne permettent pas d'envisager, je le disais en l'état, un classement sans suite de la procédure. Alors, il a beaucoup fait parler, parce qu'il n'est pas très clair, en tout cas, moins qu'une mise en examen ou un classement sans suite. Et du coup, Alison, ça permet de, on peut le dire, varier les interprétations. Oui, en l'état, il a fait beaucoup parler ce matin. C'est vrai que ce communiqué était très attendu et il a été scruté mot par mot. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, en tout cas, ce communiqué en l'état? Ça veut dire que l'enquête se poursuit, les investigations continuent. Mais pour les avocats qui entourent François Fillon, eh bien, eux, ils préfèrent dire que l'on n'apprend rien. Ils préfèrent minimiser cette portée de ce communiqué du PNF. Pour eux, eh bien, c'est rien de neuf sous le soleil. Effectivement, cette intervention, aujourd'hui, elle n'apporte rien. Il n'y a pas de raison pour eux de changer de fusil d'épaule. La meilleure défense, ça reste l'attaque. Dans ce communiqué, vous voyez Pénélope et François Fillon qui sont donc à l'aise pour l'instant avec leurs lunettes de soleil. Effectivement, donc on continue, les avocats de François Fillon continuent de remettre en cause la compétence du parquet national financier. Par même, y compris ce soir, l'un des avocats était l'invité d'Yves Calvi. Il parle de violation du principe de séparation des pouvoirs, donc ils vont même assez loin dans ce cas-là. Mais vous allez voir qu'en fait, entre ce matin et la semaine dernière, il y a une semaine, ces avocats avaient pris la parole. Et bien finalement, le ton n'a pas beaucoup changé. Écoutez.
Il n'y a rien de nouveau dans cette décision. Encore une fois, le parquet constate qu'ils n'ont pas d'éléments suffisants à l'issue de cette enquête pour pouvoir poursuivre. C'est tout. Donc François Fillon, dans quel état d'esprit sa campagne? Il poursuit sa campagne. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a aucune raison de changer. Il n'y a rien de nouveau dans ce communiqué du parquet. Parce que le parquet national financier est juge et partie des fautes qu'il commet dans le cadre de l'enquête. Parce que le parquet national financier ne peut voler le grand rendez-vous démocratique qui attend les Français. Parce que l'enquête est illégale. Parce que le parquet national financier n'est pas compétent pour enquêter. Cette enquête ne peut se poursuivre dans sa forme actuelle. Vous voyez, on a trouvé un filon et on le tire jusqu'au bout, jusqu'à ce que finalement on sache si oui ou non ce parquet national financier est compétent. Pour l'instant, il a l'air de l'être puisque ça continue. Mais en tout cas, dans les lieutenants et les soutiens, on a bien imprimé ces éléments de langage que non, vraiment, ce communiqué ne signifie rien, on vous l'assure. Le parquet vient de vous dire qu'il n'y avait aucune décision qui a été prise, et donc il n'y a pas d'informations nouvelles dans cette affaire. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui ? On a appris aujourd'hui que le parquet poursuivait son enquête. Au bout du bout, c'est un non-événement, c'est-à-dire qu'on a un acte de communication, on a un communiqué de presse en réalité, mais on n'a pas d'acte de procédure. Un acte de communication, mais eux aussi font de la communication, non ? Oui, bon, là c'est extrêmement classique. Pour une fois, les éléments de langage, comme on dit dans notre façon de parler, ont été largement distribués. Justement, le fait de dire que c'est de la communication de la part de la justice, ça nourrit la stratégie de communication de François Fillon, qui joue la carte de l'acharnement de la justice contre lui. Et ce faisant, un communiqué de la justice, en effet, pas nécessairement clair, et pourtant ce qui est simple s'énonce clairement normalement, paru ce matin après un meeting hier où il fait des annonces, ça lui permet encore une fois de jouer cette carte de l'acharnement de la justice et des médias contre lui. Et ça, c'est un discours qui est vraiment entendu par l'électorat de droite. Il y aurait peut-être un moyen de sortir de ce bourbier, pour ne pas utiliser un autre terme, ce serait de dire en substance, laissons l'élection se dérouler. Les faits datent de 2013. Il ne s'est rien passé entre 2013 et la fin de 2017. Oui, mais il va quand même peut-être devenir président de la République. Oui, mais s'il est élu président de la République, il sera protégé par son statut pénal. Et 5 ans ou 10 ans après, s'il était réélu, alors il pourrait connaître de nouveau une sanction pénale éventuelle s'il était considéré comme coupable, en tout cas mis en examen avant cela. Et puis si jamais il n'était pas élu, eh bien alors la procédure pourrait reprendre au lendemain de l'élection. Mais je pense qu'une sorte de mise en parenthèse de la justice pendant les 60 jours qui restent, ça permettrait aux Français d'y voir plus clair et à la démocratie de se dérouler véritablement et d'un point de vue de communication, probablement à l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle, de parler de fond, de parler de programme. Parce que là, pour la première fois depuis probablement l'élection du président de la République au suffrage universel direct, il n'y a aucun débat de fond, il n'y a aucune idée. On ne débat de rien, on ne se pose de questions sur rien. À la fin, il va quand même falloir voter. Sur quoi ce scénario et pourquoi. se heurte quand même à un principe de réalité réel, c'est que, imaginons que François Fillon y ait cette parenthèse, que François Fillon soit élu au mois de mai, président de la République. Bon. Mais l'enquête pourrait très bien se poursuivre. Évidemment, lui bénéficierait de l'immunité parlementaire, comme l'a fait d'ailleurs Jacques Chirac, puisque la loi a été modifiée pour Jacques Chirac, puis pour Nicolas Sarkozy, puis bon, ça continue aujourd'hui. Mais imaginez qu'il soit du président de la République et que son épouse, elle, et que ses enfants soient mis en examen pour détournement de fonds publics et pour la première dame de France mise en examen. C'est pas jolie question image. Oui, ça ferait tâche dans le pays. Mais là, on a connu pire. Là, on est d'accord. Oui, mais alors. Non, mais là, c'est quand même un cas. On n'a jamais vu. Là, quand même. L'épouse d'un président en exercice mise en examen. Ça non, mais des premiers ministres, des ministres, un président de la République, vous l'avez cité. Je voudrais qu'on fasse un point sur cette remise en cause de la compétence du PNF, la légitimité la semaine dernière d'une éventuelle mise en examen qui avait été remise en cause par les avocats. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils préparent clairement le terrain pour une candidature, même s'il y a mise en examen, ou est-ce qu'ils essaient tout de même de faire pression aussi sur les juges en disant c'est votre responsabilité, attention, vous pourriez empêcher un candidat à l'élection présidentielle. La politique et les affaires existent et font mauvais ménage. Il est classique que les avocats viennent pour dénoncer l'illégalité des procédures. Alors, avant, ce qui était différent, c'est mise en examen illégitime. Il s'attaquait au juge d'instruction.
Là, la différence, c'est que c'est une enquête préliminaire confiée au parquet, enfin pas confiée d'ailleurs, puisque le parquet, il est souverain. Donc quand j'entends Antonin Lévy, l'avocat de François Fillon, dire voilà, cette enquête est illégale, etc., je ne vois pas quel titre. Enfin, quand vous avez eu l'affaire Cahuzac, que le parquet s'est saisi en effet de cette anomalie de fraude fiscale, etc., personne. Alors, Cahuzac, lui, en effet, a hurlé contre la justice, etc. Mais dénoncé par les journalistes aussi, d'ailleurs. Voilà, c'est un phénomène classique. Mais le problème, c'est pas que la justice fasse son travail. Le problème, c'est que vous avez des élus, pour l'un qui était ministre du budget, qui soi-disant faisait de grandes déclarations de lutte contre la fraude fiscale, alors même qu'il avait un compte en Suisse ou je ne sais où en Asie. Et là, vous avez un candidat à la présidence de la République qui a salarié son épouse pendant 15 ans dans des proportions assez phénoménales, quand même 1 million d'euros en 15 ans, pour un travail qui n'a pas encore été démontré. C'est juste ça qui choque, quoi. Et on n'en sort pas. Tout le reste, c'est de la littérature. Hein. Alors, on l'a entendu, hein, Alison, cette décision ne change rien pour les avocats. Et on le disait, François Fillon, il est déterminé, il ira jusqu'au bout. Oui, jusqu'au bout. Si on remonte un peu le fil de cette histoire, d'ailleurs, c'est intéressant en termes de communication. Elle débute donc avec ces révélations du canard enchaîné. C'était le 25 janvier, avec cette histoire donc d'emploi fictif pour sa femme Pénélope Fillon. Riposte quasi immédiate le lendemain aux 20h de TF1 pour s'expliquer. Droit dans ses bottes, sûr de lui, il confie qu'il sera candidat, sauf mise en examen. Rappelez-vous. Oui, je serai candidat. Il n'y a qu'une seule chose qui m'empêcherait d'être candidat, c'est si mon honneur était atteint, si j'étais mis en examen. J'ai toujours dit que je ne pourrais pas être candidat à la présidence de la République si j'avais, pas seulement un soupçon, mais s'il y avait une évidence que j'avais transgressé la loi. Ça n'est pas le cas. Ça paraissait assez clair. On avait l'impression que la parole de François Fillon n'allait pas bouger. Et puis cette semaine, c'est le frondeur Georges Fenech qui a commencé à nous mettre la puce à l'oreille, notamment dans les couloirs de l'Assemblée. Lors d'une interview à LCI, il disait qu'il irait jusqu'au bout. Et effectivement, le discours a un peu changé. Ça nous fait penser à une petite chanson. Je ne sais pas si on peut l'écouter. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Ah oui, de là à dire que François Fillon a retourné sa veste, il n'y a qu'un seul pas. En tout cas, désormais, ce n'est plus la justice qui va déterminer, selon François Fillon, de sa candidature ou non, mais le suffrage universel. C'était dans un tweet ce matin qu'il a publié, donc à l'issue de ce communiqué, où il dit, on retrouve donc ce terme rien de nouveau, et il dit « Je m'en remets donc désormais au seul jugement du suffrage universel ». Et c'est aussi ce qu'on répète dans l'entourage et du côté des lieutenants de François Fillon. On ne peut pas priver un quart de la population française d'élections. Ils arrondissent en gros les sondages avec 25%, François Fillon à 25%. Et donc, eh bien, il y a cette volonté de mettre avant tout le suffrage, l'élection en avant. Et puis, il y a aussi cette primaire pour laquelle beaucoup d'électeurs se sont déplacés. Et ça non plus, on ne veut pas jeter ce résultat-là à la poubelle du côté des Républicains. Allez, on va passer à la question politique hebdomadaire avec ce sondage OpinionWay pour Tilder et LCI. Alors, 2 questions posées à un échantillon de plus de 1000 personnes. Première question, pour juger un candidat à la présidentielle, pour vous, le plus important entre ces 2 critères, c'est pour 44% son positionnement politique sur une échelle gauche-droite et pour 53% ses positions face à la question de la mondialisation. Oui, s'il fallait encore un signal faible que Marine Le Pen réussit à donner et à faire infuser ses idées dans le débat politique, on en a un autre exemple. Elle a plaidé pour que le nouveau clivage, ce soit les pro-mondialisation contre ce qu'elle appelle les patriotes, les souverainistes. Là, on voit que les Français adhèrent à cette idée, alors avec une courte majorité, mais quand même, ce qui veut dire que pendant que les affaires courent, il y a une candidate qui petit à petit réussit à imposer une idée. Alors, candidat de la mondialisation contre candidat patriote. Vous savez, les patriotes, ils sont très nombreux. On les voit de l'extrême gauche à l'extrême droite. Les mondialistes, ils sont plutôt au centre. Peut-être que pour être élu président de la République, c'est un clivage intéressant. Pour faire une majorité à l'Assemblée nationale derrière, c'est quasiment impossible. Deuxième question, le programme d'un candidat à la présidentielle compte-t-il pour vous dans le choix du candidat pour lequel vous voterez au premier tour? Eh bien, pour 88%, ça compte. Pour 11%, ça ne compte pas.
contradiction avec les propos d'Emmanuel Macron dans le JDD, notamment, Oui, qui disait c'est une erreur de penser que le programme est au cœur d'une campagne électorale. C'est un peu à lui que l'on pensait en imaginant ce sondage, parce que son programme, nous l'attendons toujours. Alors il est prévu pour le 2 mars, il n'y a plus beaucoup de temps à attendre, mais on sera seulement à quelques jours de l'élection. Là, les Français disent qu'ils veulent un programme, c'est-à-dire ils veulent des idées pour se décider. Alors il faut bien avoir en tête qu'il y a assez peu de Français qui lisent les programmes en détail, mais un programme, ça permet de faire émerger des principes directeurs, 7, 8, parfois 10, qui font une campagne qui donne la coloration d'un candidat. Et les principes directeurs, ils donnent parfois un thème général. Souvenez-vous, en 95, c'était la fracture sociale. En 2007, c'était travailler plus pour gagner plus. En 2012, c'était tout sauf Sarkozy. C'était un thème un peu particulier, le changement, mais il c'est existait. maintenant. Ou le changement, c'est maintenant, oui. Et tout cela, les Français en ont besoin pour décider, pour savoir fondamentalement ce que sera le programme ou les actions du nouveau ou de la nouvelle présidente de la République. Et ça nous manque d'avoir un débat de fond et un débat d'idées dans cette élection présidentielle. Et pourtant, Denis de Montpion, Emmanuel Macron n'a toujours pas de programme. Ou des brides. On a des brides. On a quand même des brides. À Lyon, il a quand même un peu. Ce qu'il y a, c'est que, voilà, ça, oui. Contrairement aux habitudes et aux autres élections et aux autres candidats, il a en effet persillé ses discours ou ses interviews, notamment sur le plan économique. Il a beaucoup annoncé de choses, mais il n'a pas présenter un catalogue de 120 ou 144 propositions ou engagements comme Marine Le Pen, etc. Et ça, c'est assez nouveau. Et d'ailleurs, le fait qu'il ait reporté, enfin non pas reporté d'ailleurs, parce que, mais il est beaucoup plus, comment dirais-je, programmé, puisque depuis son lancement en août 2016 et sa démission, il a commencé par faire un audit un petit peu, aller beaucoup en France, voir un peu quels étaient les problèmes des Français, etc., pour coller au mieux à la réalité du terrain. Et c'est vrai qu'il ne s'est pas précipité. Alors, c'est vrai qu'il est de bon ton de lui faire le procès. Le programme est flou, il n'a pas de programme, etc. Bon, il y a que celui qui ne veut pas voir. En tout cas, vous vous êtes penché à l'Obs sur Emmanuel Macron. On va voir la une. L'Obs, c'est lui président. Et justement, eh bien... Il y a un point d'interrogation. Exactement, point d'interrogation. Merci à tous les trois. Ce sera en effet le mot de la fin. Et on continue à parler de l'actualité politique. Ce sera juste après le journal. Bah justement, je suis chez lui. Attends, je lui demande. Vincent, t'as rien mis pour le cadeau de Ben? C'est pas vrai! Mais tu veux mettre combien? 200 €? 200 €. Généreux. Merci Vincent. Non. En ce moment, jusqu'à 200 € offerts à l'inscription sur Parions Sport en ligne. Aujourd'hui, j'ai une cliente infirmière à domicile. Elle a un impact, mais pas le temps de s'en occuper. Pourtant, faut bien trouver un créneau pour le faire réparer avant qu'il fissure. Justement, le service à domicile Carglass, c'est partout en France. Je la retrouve chez un de ses patients et je répare son impact. Les frais de déplacement pour vous, c'est 0 €. Carglass se déplace gratuitement partout en France. Carglass répare, Carglass remplace. Vous voyez pas la différence? C'est normal, il y en a pas. Et pourtant, c'est 10% moins cher. On est passé chez Direct Energy. Mais nous aussi, en 5 minutes, on est passé chez Direct Energy. Mais il y a 2 ans. Avec Direct Energy, économisez jusqu'à 10% sur votre électricité et votre gaz. Moi, c'est Rénal. Et moi, c'est Rocolor. Au rugby, on est nul. Ah oui, mais pour les lentilles, on est imbattable. 140 ans d'expérience. Alors, elles ont du goût, ça donne envie de tout plaquer. Faites l'essai. Rénal et Rocolor, même combat, le goût. Sarah peut prendre le bus toute seule. Elle peut travailler toute seule. Elle peut faire ses courses toute seule. Elle peut aller à la piscine toute seule. Mais pour faire tout ça, elle a besoin qu'on l'accompagne pour gérer son argent. Caisse d'épargne, vous être utile. Exotisme, douceur et frisson des vacances.
Et maintenant, les chaînes TV by Canal Panorama sont aussi incluses dans la Freebox Révolution. Merci Free. De Yann B. Changement lieu réunion. Calcul nouvel itinéraire. La vie, c'est trouver le bon plan. Comparer différentes options. Et imaginer. Annonce, conseil, service. Se loger avec vous quand la vie bouge. Il était une fois une maman qui essayait la 308 en suivant l'oiseau magique. Le vendeur charmant lui dit alors « Ce serait plus simple avec le toit panoramique, non ?» Elle « Ah bon, elle l'a ?» Mais l'histoire, mais pour l'entretien, la garantie et l'assistance, on fait comment? Elle a tout et offert pendant 3 ans. La 308 allure est à partir de 229 € par mois avec 3 ans d'entretien offert. La télévision n'est pas toujours un jeu d'enfant. Parents, le Conseil supérieur de l'audiovisuel vous accompagne dans la protection de vos enfants. Ne les exposez pas aux écrans avant l'âge de 3 ans. Avant 8 ans, privilégiez les programmes pour enfants. Pensez à limiter le temps devant l'écran. Et respectez la signalétique. Parents, enfants, la télévision, c'est mieux quand on en parle. Pour plus d'informations, www.csa.fr. Faciliter l'accès à tous les univers de consommation, c'est ça, améliorer le quotidien à la puissance Up. Culture, cadeaux, loisirs, Up, ça fait du bien au quotidien. Ils ont pris des objets de valeur? Oui. Mes lunettes. Ça va aller, monsieur. Chez Général d'Optique, fini les lunettes qui valent une fortune. Pour 1 € de plus, une deuxième paire dans tout le magasin et jusqu'à 200 € de chèque cadeau pour qui vous voulez. Général d'Optique, la fin des lunettes chères. Lunettes correctrices, dispositif médical. Le Grand Soir vous présente à la une des Échos avec Dominique Seux du journal Les Échos. Découvrez en avant-première les titres qui feront l'actualité. À la une des Échos, c'est du lundi au jeudi à 21h10 sur LCI. Retrouvez toutes vos infos sur l'appli LCI. Accompagner les citoyens en mettant l'innovation au cœur des politiques publiques et sociales, c'est ça, faciliter le quotidien à la puissance Up. Action sociale, santé et dépendance. Up, ça fait du bien au quotidien. Avec la carte MyPMU, du 13 au 19 février, 30% de vos Quintet Plus sont remboursés chaque jour pour tout Quintet Plus de 20 € minimum joué. Pour profiter de cette exclusivité carte MyPMU, rendez-vous vite dans votre point de vente. Alors, à vous de jouer. L'homme est la plus imbattable des machines. Découvrez la suite sur carmignac.com. La vie est faite d'opportunités. Nouvelle gamme Renault. La vie avec passion. Réservez votre essai sur Renault.fr. Merci. Ah, bonjour Fabio. Vous voulez celui-là? Oui, c'est parfait. Et bon anniversaire. Bonjour. Alors, je peux aussi vous proposer... Bon anniversaire. À toi aussi.
Sherpa, les supermarchés 100% montagne, 100% plaisir. Vous en rêviez. Et comme lui, vous avez traversé les tempêtes. Vous avez affronté les doutes, la solitude. Mais vous avez tenu le cap, et vous l'avez fait. Nous sommes fiers d'avoir embarqué avec vous, comme nous sommes fiers d'avoir embarqué avec lui. À l'origine de chaque projet, il y a un rêve. L'audace, c'est d'y croire.